Alors ça peut paraître un petit peu bateau, mais je crois que la protection de la biodiversité, la protection du climat, ça reste une bataille qui est amplement actuelle et qui parle dans tous les territoires. J'en veux pour exemple le mouvement social écologique qui est en train de déferler dans le pays ces derniers temps, avec les soulèvements de la terre, qui viennent non plus finalement se soulever pour le climat ou se soulever pour la biodiversité comme des concepts assez abstraits, mais qui viennent se soulever pour aller protéger un petit bout de territoire à côté de chez soi, protéger un écosystème, une forêt, une rivière, protéger tout cela parce que c'est le paysage qu'on a à côté de chez soi, c'est quelque chose de palpable, c'est quelque chose qui est de l'ordre du ressenti pour chacun et chacune, et c'est ce mouvement social écologique qui est en train de s'agrandir grâce au soulèvement de la terre, parce qu'on n'a plus seulement des militants écologistes que nous sommes ici dans cette salle, mais on a plein de profils, des gens qui habitent ce territoire et qui tiennent juste à sa préservation. On a fait toute la campagne et sur la désertification médicale et sur le retour des services publics. Et je crois que ça doit revenir au cœur de l'action, de notre action pour nous en tant qu'écologistes, mais aussi au cœur du discours de la gauche de manière générale, redire ce qu'est le sens de l'État, de ce qui nous est commun finalement, parce que c'est ça un service public, et de reconstruire une appartenance collective à cette République, à ce qui nous est commun. Je crois qu'il y a beaucoup du ressentiment, beaucoup de ce qui peut emmener au vote Rassemblement National, qui est de l'ordre du déclassement, du sentiment de relégation, du sentiment que d'autres ont plus de chances, plus de droits que nous. On ne peut pas forcément donner tort, par ailleurs, à ce sentiment-là, puisqu'effectivement les services publics s'en vont avec peu de retours, finalement, à part ces maisons France Service qui sont sous-financées par l'État. Redire un dernier mot quand même, du coup, dans ce cadre des services publics, après je te rends la parole. J'en termine après sur la question des priorités politiques, à mon sens, qui est le sujet des mobilités, qui est quand même un des sujets majeurs en territoire sous-doté ou enclavé ou périphérique. Rien pour vous dire un petit peu là où on en est, des discussions qu'on peut avoir avec le gouvernement sur ces sujets-là. On a eu l'annonce il y a quelques mois du plan France Ruralité par le gouvernement qui essaye de se refaire une santé effectivement après les gilets jaunes et le manque de réponse absolue qui a pu être apporté par le gouvernement sur la question des gilets jaunes et le silence assez assourdissant autour des doléances du grand débat national qui reste planqué dans des archives départementales et auxquelles finalement personne n'a accès, alors même que c'était une promesse que de faire en sorte que ces doléances du grand débat national viennent irriguer finalement l'ensemble des débats médiatiques et politiques que nous pouvions avoir. Face à cela, dans le plan France Ruralité, aujourd'hui, c'est 90 millions d'euros sur 3 ans qui sont prévus, qui sont prévisionnés pour les mobilités en territoire rural. À titre de comparaison, on parle de 36 milliards d'euros pour le Grand Paris Express en termes d'investissement. Donc c'est pour vous dire et on retrouve ces mêmes écarts d'investissement en matière de culture, en matière de lutte contre les violences faites aux femmes, en matière d'égalité, en matière de transition agricole. Sur tous ces sujets-là, on retrouve ce gap finalement entre différents territoires. Et c'est là-dessus, je crois, qu'à gauche et chez les écologistes, nous devons nous repositionner. Je reviendrai peut-être un petit peu plus tard sur les questions de récit et comment... Parce que je crois que dans la question que tu posais, mais j'aimerais bien avoir ta réponse aussi, il y a la question du fond, puisque nous avons raison sur le fond, et tu l'as prouvé au travers tu l'as démontré au travers effectivement de sondages qui viennent appuyer sur le fond l'ensemble des propositions que nous portons. Mais je crois qu'il y a une question aussi de forme sur la manière de porter ces discours-là, et je veux bien que tu commences là-dessus. Comme maintenant je suis politique, je suis plus journaliste, je ne vais pas commencer là-dessus évidemment. Quel est le bloc historique qui peut nous permettre de gagner? Quel est le bloc historique qui, je dirais depuis 1789 ou 1793, puisque je vois mon camarade Alexis Corbière qui est là, qui nous permet d'être majoritaire dans le pays? C'est, je disais, la Révolution française, c'est les bourgeois qui sont à l'Assemblée nationale ou aux États généraux, ce sont des propriétaires terriens ou des avocats qui représentent la gauche, voire les républicains à l'Assemblée, alliés avec les classes populaires parisiennes qui prennent la Bastille, les classes populaires des campagnes qui font la grande peur. Et c'est cette jonction entre classe intermédiaire et classe populaire qui permettent
d'être majoritaire de notre pays et d'entraîner ça. Mais si on prend d'autres temps, type le Front Populaire, c'est les intellos qui disent non au fascisme et c'est les prolétaires qui disent qui veulent les 40 heures et les congés payés. L'originalité du mai 68 étudiant, du mai 68 français, pardon, c'est d'avoir à la fois un mai 68 étudiant et d'avoir un mai 68 ouvrier. Mai 81, la victoire de François Mitterrand, c'est la jonction dans les urnes, pas dans la rue, à l'inverse de mai 68, et pour moi il nous faut les deux, les urnes et la rue, mais c'est la jonction à la fois des ouvriers qui votent à 74% pour François Mitterrand et des classes intermédiaires, type prof et ainsi de suite. Ce qui se passe, c'est que depuis les années 80, on a un divorce qui s'est opéré entre les classes populaires et les classes intermédiaires. Sur une question, je la pose rapidement, mais on peut en débattre, mais sur une question qui est la question de la mondialisation, qui va produire dès les années 80 une multiplication par 4 du taux de chômage chez les ouvriers, quand ça va rester à peu près stable chez les professions intermédiaires. Du coup, il va y avoir un grand ressentiment, un grand rejet de cette mondialisation par ceux qui sont les premiers frappés et les premiers touchés, tandis que les autres vont non pas être pour la mondialisation heureuse, comme dirait Alain Minc, mais au moins dans une forme de passivisme, d'acceptation, ça apporte des bonnes choses et ainsi de suite. Et donc, ça opère une fracture et donc la fracture politique pour la gauche, avec évidemment un basculement de vote. Et s'y ajoute un deuxième divorce, qui est un divorce interne aux classes populaires, entre, pour le dire de manière un peu cash, les classes populaires rurales blanches des campagnes et les classes populaires enfants d'immigrés des cités. Nous ne pouvons gagner que si nous opérons c'est pas forcément un mariage, parce que jamais au moment de la Révolution française, tout ça a été fait de tension, de contradiction, de frottement, mais enfin du moins un temps de jonction à l'intérieur des classes populaires et avec les classes intermédiaires. Pour en venir aux classes populaires des campagnes, des miennes, parce que l'idéalisation de la campagne picarde, c'est quelque chose qui n'existe pas trop. Donc voilà, les classes populaires de chez moi et quand même beaucoup de classes les zones rurales de chez moi et quand même les zones rurales de beaucoup d'endroits, ce sont des zones ouvrières, employées, travailleuses, de travailleurs modestes. Avant que Goodyear ne ferme, j'avais fait passer un questionnaire aux ouvriers de chez Goodyear et il n'y en avait qu'un tiers qui habitait dans la communauté d'agglomération d'Amiens, sachant qu'elle s'étendait à 16 km. Donc vous avez les 2 tiers des salariés de chez Goodyear, des ouvriers de chez Goodyear, qui en vérité habitaient dans les campagnes avoisinantes. Pourquoi? Parce que le prix de l'immobilier sur Amiens, couplé au désir d'avoir un pavillon, amenait à s'éloigner du lieu de travail. Donc ça, c'est pour moi à prendre en compte, c'est que ce sont des lieux de travail. Donc pour moi, la question du travail est une question centrale. La question industrielle d'abord. Longtemps, ça a été compliqué sur l'écologie, sur l'industrie avec les écolos. Je le dis franchement, quoi. Quand il y a eu la fermeture de Goodyear, j'avais des tas de remarques dans des réunions où j'allais chez les écolos en me disant mais finalement c'est une bonne chose que Goodyear ferme. Il y aura moins de pneus, ça polluera moins, et j'en avais un paquet comme ça, mais je leur dis mais non, c'est juste pour déplacer les pneus qui sont fabriqués ici et qui vont être fabriqués maintenant en Pologne, c'est tout. Donc ça n'est pas une bonne nouvelle. Bon, je pense que ce temps-là a été dépassé. Maintenant, comment j'opérais avec les salariés de chez Goodyear ou de chez Whirlpool le dépassement de la contradiction, parce qu'il y a quand même quelque chose qui est en tension sur ce plan-là. J'avais pondu un tract juste dans les derniers temps de la fermeture de Goodyear qui disait finalement maintenant il y a de plus en plus de pneus qui sont rechappés, donc qui sont recyclés, donc il y a moins besoin d'en produire, c'est une bonne nouvelle. Il y a plus de mécanisation, il y a moins besoin d'heures, c'est une bonne nouvelle. Et de ces 2 bonnes nouvelles, le capitalisme arrive à faire une mauvaise nouvelle en décidant de délocaliser l'usine. Non. Qu'est-ce qu'on pourrait faire? On devrait se dire que finalement le travail de nuit, par exemple, c'est fini. Pour moi, c'est une aberration que les gens doivent se lever la nuit pour aller produire des pneus. Ça amène à davantage de cancers et ainsi de suite. J'avais donc produit un tract qui était en fait un tract décroissant ou non productiviste, et avec une CGT Goodyear qui était quand même tenue de main de fer sur le plan productiviste. Je vais amener ça aux salariés, je me dis comment je vais être reçu. Et non seulement ils l'ont pris, mais ils ont été le photocopier, ils ont été le distribuer aux passants et à tous leurs camarades. Ce qui prouve qu'il y a des chemins de dépassement de la contradiction. Mais de la même manière, quand j'étais avec les ouvriers de chez Whirlpool,
il y avait une discussion à la sortie, ils avaient produit des lave-linges jusqu'en 2002, et là ils avaient produit ensuite des sèche-linges, jusque donc Macron 2017 là, je leur disais mais finalement moi des sèche-linges j'en ai pas besoin, le vent il fait très bien le boulot, j'ai pas besoin de sèche-linge. Ils disent bah nous non plus on n'utilise pas de sèche-linge. En revanche le lave-linge franchement je me vois pas retourner au lavoir. Bon peut-être qu'il faut des lavomatiques collectifs, mais enfin moi en tout cas le lave-linge j'en veux bien quoi. Ils disent bah oui et en France il n'y a plus qu'une seule usine de lave-linge, d'accord? Il y a 2 usines de lave-linge suisses, dans la petite Suisse, il n'y en a aucune en France. Donc dire qu'on abandonne le sèche-linge, mais qu'en revanche, on veut redevenir autonome sur le lave-linge ou identifier un certain nombre de productions, moi je dis aliments, vêtements, médicaments, sur lesquels on doit retrouver notre souveraineté. Mais je pense qu'avoir un discours de protection de l'industrie, et avoir du coup un discours de protection du salariat de l'industrie est évidemment un marqueur. Que sont devenus tous ceux dont les usines ont été délocalisées? J'ai vu chez Flodor, derrière, c'était très genré. On envoyait à Pôle emploi, les hommes devenaient caristes, camionneurs, en gros dans le secteur des transports, dans la logistique. Les autres, les femmes, devenaient assistantes matérielles ou auxiliaires de vie sociale. D'où mon intérêt pour les auxiliaires de vie sociale. Il est évident, il faut partir, pour moi, je pars quand même de la question matérielle de la reconquête des gens. Je considère, pourquoi je m'intéresse aux auxiliaires de vie sociale? Par quelque chose qui est de l'ordre de la bienveillance, de penser que voilà, c'est pas normal que ces femmes travaillent du matin au soir avec des trous dans la journée pour finalement être payées moins que le SMIC sur une tâche qui était essentielle, donc il y a une question de fond. Attendez, je fais de la politique, c'est pour moi aussi une question électorale. Pourquoi 1 million de femmes qui font ces métiers-là? Donc c'est des gens qui souvent se sentent éloignés de la politique. On s'intéresse à eux, on les cite, on dit qu'on va améliorer leur statut. Mais c'est pas seulement elles directement, c'est que c'est une profession qui est extrêmement aimée, qui est très populaire. Donc si vous vous intéressez à ça, vous avez un écho qui est quand même qui peut être assez positif. Et troisième point, qui passe chez les personnes âgées d'une maison à l'autre mais c'est un média, c'est un vecteur, il porte une parole. Sachant qu'on a un trou, je le dis comme ça, pour moi on a 3 trous à résoudre sur le terrain électoral. On a un trou dans les Frances périphériques, la ruralité, appelons ça comme on veut, mais on a un trou de ce côté-là. On a un trou dans les niveaux de salaire entre 1500 et 2000 euros, en gros, là où 1500-2500 on se fait bastonner par le Rassemblement national, enfin on perd en tout cas. Et on a un troisième trou qui est énorme, qui est chez plus de 60 ans. On peut pas faire 9% chez plus de 60 ans dans un pays qui a des vieux, qui a des personnes âgées, pardon, oh putain, disons, c'est mal parti, hein. La reconquête, qui a des personnes âgées qui sont nombreuses, qui vont être encore plus nombreuses et qui votent. Donc là, il y a une difficulté à résoudre. Voilà pourquoi je repars du coup de la base matérielle, je repars de la base du travail, je repars de la base de les Français doivent pouvoir vivre de leur travail, tout en pensant que pour moi, c'est une question écologique. C'est une cause évidemment sociale, c'est une cause féministe, hein. Évidemment c'est à 95% ce sont les femmes qui font ça, mais c'est une cause écologique. Qu'est-ce qu'on se considère qui est le progrès demain? Est-ce que ça va être d'avoir la 5G qui prévient le frigo, qui prévient Carrefour Market parce qu'il n'y a plus d'olives à l'intérieur, ou bien la société de demain, le progrès, ça va être la qualité des relations, des liens qu'on entretient les uns avec les autres. Et je pense que on ne comprend pas les classes populaires de notre pays si on n'y place pas au cœur le mot peur. La France a peur, la France populaire a peur. Eh bien nous devons être une force de protection d'abord des revenus aussi, d'abord d'un certain statut. Macron qui fait une France liquide, une France sans statut où ça glisse dans tous les sens, ça participe du chaos, ça participe de l'instabilité. Nous devons être une force de stabilisation. Et je dis que sur tous ces points-là, ça unit le monde populaire. Moi, j'ai fait une réunion à l'Assemblée, il y avait des gens d'une grosse boîte de logistique qui étaient à Gennevilliers, qui étaient tous arabes, tous hommes, qui gagnaient 1500 €. Et de l'autre côté, il y avait des auxiliaires de vie de Caen, blanches, qui étaient tous des femmes, tout à 1300 €. Et quand elles se parlaient, ils parlaient la même langue, ils montraient leur corps. Je me suis fait opérer ici, moi c'est le dos, et ainsi de suite. Donc il est évident que là-dessus, je pense qu'il y a un moyen
de réunir, de rassembler. On pourra voir, je pense qu'on doit partir du concret des existences. Par exemple, tu parlais des services publics. Le numérique, le tout numérique, le fait que quand on a un dossier à faire pour aller à la retraite, eh ben, à la CARSAT, on n'arrive pas à avoir personne au téléphone, on n'a pas un agent en face de nous pour vous aider à mettre les papiers dans le bon ordre et ainsi de suite, ça participe d'un sentiment d'éloignement et d'humiliation. Et remettre de l'humain en face de l'humain, mais ça c'est un problème que je rencontre dans le quartier nord d'Amiens, comme à Flic Secours. Et donc là, je ne cherche même pas des thèmes spécifiques au quartier populaire, aux campagnes populaires. En revanche, et sur le ton, d'accord, je vais venir un peu longuement. Sur le ton, il y a une première chose, c'est que la déchirure avec les classes populaires s'est faite sur des questions matérielles, mais elle s'est faite aussi sur des questions spirituelles ou de mot d'ordre, c'est-à-dire une forme de racisme social. C'est la pétanque, le bob, le camping, tout ça, ça va pas, c'est pas bien. Bon, j'ose pas ajouter le barbecue, mais vous voyez. Mais voilà, si y a eu une forme d'arrogance, ce qui a été ressenti comme une arrogance, et vous savez, Macron est détesté sur sa politique, mais c'est surtout sur sa manière d'être. C'est sur son arrogance. Donc, on doit tout faire pour ne pas reproduire la même arrogance, la même hauteur, le même côté donneur de leçons. Ça, c'est un point d'alerte qu'il faut se mettre au dehors des questions programmatiques. C'est comment on parle aux gens et comment on parle des gens. Oui, tu disais que c'est... Bah, d'ailleurs, j'aurais voulu qu'on ouvre sur les lacs du Connemara, quoi, en fait. Bon, c'est pas... mais voilà, cette polémique-là, elle est un marqueur de classe. Ma fille, elle a 7 ans, elle a appris à chanter les lacs du Connemara au centre périscolaire. Tous ceux qui ont appris à chanter les langues du Connemara, c'est des droitiers, des fascistes. Enfin, c'est pas comme ça qu'on va les récupérer. Mais il y a des tas de signaux comme ça qui peuvent être envoyés par une gauche culturelle et ainsi de suite, qui sont complètement contre-productifs. Bon, maintenant, vous l'aurez peut-être noté, quoique c'est pas évident aujourd'hui, mais je me suis efforcé à changer de ton depuis l'année dernière. Hein. Non mais, je ne le fais pas par hasard. Je considère que le ton qu'on utilise est pas quelque chose de bien ou mal par essence, il dépend d'une situation historique, il dépend d'un rapport de force. Pendant 20 ans, je me suis construit contre. Je me suis construit contre Bernard Arnault, je me suis construit contre le journal des Amiénois, je me suis construit contre Macron, vous voyez, je me suis construit en contre. Oui, je me suis construit contre le Parti Socialiste. Bon, et à un moment, ce qui se passe pour moi en 2022 fait qu'il y a un choix, mais qu'il y a un choix politique de se dire maintenant, on va changer de ton. Pourquoi ? Pourquoi ? Parce que on a quelque chose on était dans une marginalité et on se retrouve dans une position de centralité possible. C'est-à-dire des mesures qui auparavant, par exemple, moi je suis très attaché à la question du protectionnisme qui était lié à la protection, était quelque chose de complètement périphérique, la gauche normale ne le portait pas, et là, ça se retrouve à être porté. Les questions de fiscalité, où on va aller taxer les riches, qui était auparavant quelque chose de marginal dans la gauche, se met à être central. À partir du moment où vous occupez une position de centralité, je pense que vous pouvez changer de ton et chercher à rassembler autour de vous plutôt qu'à cliver en permanence. C'est une première chose. La deuxième chose, quand même, c'est la situation dans l'hémicycle. D'une part, auparavant, on était 17 députés, maintenant on considère qu'on est 150, donc on a une force possible, une manière de s'exprimer qui peut être différente compte tenu de ça, et on a un groupe Rassemblement National, dont la leader, je n'ai jamais agité le drapeau rouge en disant Marine Le Pen, Marine Le Pen, Marine Le Pen, ou Jean-Marie de son temps, parce que je ne crois pas que ça soit la meilleure manière de faire que les gens ils vont venir vers nous. Mais en revanche, aujourd'hui, l'éventualité que l'extrême droite gagne dans ce pays est sérieusement posée sur la table. Et bien je pense que dans ce temps-là, il y a nécessité de se demander comment on rassemble, comment on réunit, comment on fait autour de nous. Dernier point, il y a quelque chose qui est quasiment de l'ordre de psychologique. Je pense qu'il y a une fatigue des Français. 2 années de crise Covid, la guerre en Ukraine, les factures qui explosent, Macron qui fait la réforme des retraites, des tweets dans tous les sens et ainsi de suite, je pense qu'il y a une lassitude. Je disais, quand Macron a été élu, je disais, vous êtes haïs.
Et quelque part, il y avait une certaine fraîcheur dans les Gilets jaunes, dans la haine qui était exprimée pour Macron. Je pense qu'aujourd'hui, les gens sont fatigués, y compris de leur haine pour Macron. Il y a une espèce de lassitude qui s'est installée. Eh bien, je pense que, bref, le temps est venu, nous avons porté leur colère, le temps est venu, à mon avis, si on veut gagner, de désormais porter une espérance plus que de porter la colère des gens. Voilà pourquoi j'ai opéré ce changement-là, et c'est vrai que je pense que c'est une limite. Le ton qu'on adopte, le ton qu'on adopte est quelque chose qui nous ramène à une situation de radicalité et de minorité, à un moment où on pourrait être dans la centralité et rassembler autour de nos idées. Merci beaucoup. Alors, il nous reste plus qu'une minute, donc en réalité, on ne va pas pouvoir faire de questions-réponses. Et je suis vraiment désolée, parce que j'imagine que vous avez 15 000 questions aussi à poser. Il faut enchaîner, mais je ne sais même pas qui suit. Mais j'imagine qu'un autre canapé va suivre. Je vous remercie. Alors, c'est Raquel Garrido avec Mathilde Imer qui vont venir discuter de démocratie, je crois, des institutions, sur ce joli canapé. Je voulais encore une fois te remercier. Merci de nous avoir fait état de tes réflexions de l'été. Je crois qu'elles ont été plutôt bien accueillies. Et si vous avez des questions, j'imagine que vous pouvez nous sauter dessus à la sortie. Merci. Au revoir.